Bonjour à vous les amis, je suis en compagnie de Stéphane Tardif qui a un très beau t-shirt, je vous le montre. On ne veut pas travailler plus, on veut gagner, on veut arrêter de gagner moins. Bah, je suis assez d'accord. Mais moi je suis monsieur rien. Vous savez, il paraît qu'il existe des gens qui réussissent et des monsieur rien. Alors moi je suis venu en tant que rien faire une petite vidéo sur un comportementalisme. Vétérinaire comportementaliste. Oui, Vétérinaire comportementaliste. Je vais laisser le présenter, ça m'empêchera de bafouiller. donc oui, vétérinaire comportementaliste, mais avant tout scientifique et éthologue, donc la branche de la science qui étudie le comportement. Et en tant que vétérinaire, j'étudie le comportement des humains, enfin des animaux, mais je m'intéresse aussi beaucoup au comportement humain, et ce d'autant plus que dans mes consultations, c'est très psychologique, hein, on dialogue avec l'humain pour relation à l'animal, donc on fait beaucoup de comportement humain finalement, et beaucoup de psychologie. Mais dis-moi, Stéphane, qu'est-ce que c'est que cet animal humain? C'est quoi ce truc-là? C'est la seule espèce à devoir payer pour vivre sur Terre. Ah, l'homme est un animal qui a réussi à transcender sa condition animale et à vivre dans un monde parallèle qu'il s'est construit lui-même parce qu'effectivement pour l'animal, euh, il y a la planète avec des ressources dans lesquelles il peut puiser, mais nous avons inventé une société par-dessus ça avec de la monnaie et aujourd'hui la monnaie a plus d'importance que les ressources elles-mêmes, que la planète, ce qui est un petit peu hérétique. Mais en réalité, l'homme, il n'est pas différent des autres animaux, et tout ceci, toute cette construction autour de la monnaie et du modèle économique du monde dans lequel on vit, c'est totalement artificiel en fait, ça n'a pas de raison biologique d'être particulière. D'accord. À nuancer quand même parce que les monnaies biologiques et naturelles existent, mais ne se présentent pas du tout de la même façon que notre modèle économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance infinie dans les modèles naturels. Je vais présenter une monnaie naturelle que tout le monde connaît, par exemple, c'est le glucose. Ah bon, c'est quoi cette Une histoire? monnaie énergétique. Tous les animaux utilisent du glucose dans leurs cellules pour fabriquer de l'énergie. Et à l'inverse, les plantes fabriquent du glucose pour le stocker. Toutes les plantes. Il n'y a pas une communication entre espèces pour ça. Par contre, effectivement, elles utilisent tous le même support, la même molécule pour stocker l'énergie. Il y a une raison à ça, hein, l'utilisation de la monnaie qui est quand même utile. C'est que dans toutes les cellules des animaux et des plantes, pour pouvoir convertir l'énergie d'une réaction chimique à une autre, c'est plus facile de passer par un métal. Ça, c'est la raison d'être de la monnaie. Mais à la base, on peut recréer une société humaine en copiant ces principes-là, mais il ne faut pas s'éloigner, je pense, de ce qu'on a dans la nature, où les monnaies biologiques existent déjà et fonctionnent selon certains critères, comme il n'y a pas de croissance infinie. Ah, ça c'est sûr, biologique. tout n'est que cycle. Et on voit bien quand même que cette histoire de monnaie, enfin en tout cas d'économie, a tendance à conditionner nos comportements. Du coup, on est dans un monde en fait dans lequel on n'a qu'une seule vision possible du monde, celle que l'on s'impose finalement, notre modèle économique. Mais on pourrait avoir d'autres visions, d'autres environnements, d'autres mondes dans lesquels on pourra avoir d'autres modèles économiques et qui modifieraient complètement notre façon d'interagir les uns avec les autres. On constate que pour suivre les règles monétaires qu'on a actuellement, ça nous impose des interactions entre individus. Et là où est la grosse difficulté pour nous en tant qu'animaux, en fait, c'est d'être capable de percevoir comment ça pourrait être différent. Et il y a un petit blocage là-dessus, et ce d'autant plus qu'on n'a jamais vécu ça de toute notre histoire. On n'a jamais connu autre chose qu'un modèle économique avec de la croissance du moment où les modèles économiques sont apparus, hein, sont installés dans les sociétés. On n'a jamais eu de modèle économique totalement libre. D'accord. Moi justement, je me suis intéressé aux travaux de monsieur Philippe Zimbardo. C'est un chercheur américain qui a voulu comprendre pourquoi dans les prisons certaines personnes devenaient des tortionnaires. Tu connais Philippe Zimbardo? Pas en particulier sur les tortionnaires. Après,
Il a fait une vidéo qui s'appelle L'effet Lucifer et qu'on trouve sur le net. Il y a plein de gens qui sont en train de constater que effectivement l'environnement, le conditionnement sociétal faisait les individus. Il y a aussi Milgram, je pense Oui, que tu connais. ça. Là, il y a LCI, il n'y a pas longtemps, le 17 mars 2017, donc cette année, 50 ans plus tard. L'homme torture toujours sur commande, donc c'est à savoir obéir ou résister. Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces études scientifiques? Est-ce que absolument c'est notre réalité? Est-ce qu'on va aller vraiment, si nous manquons d'énergie, un de ces quatre, c'est ce que je pense, on va aller vraiment vers le chaos ou il faut mettre un bémol à ces études? Cette expérience-là, elle est géniale parce que il y a plein de biais d'interprétation scientifique par rapport à cette expérience. Ben voilà une parfaite expérience d'éthologie, donc d'analyse du comportement sur des humains. Donc pour reprendre un petit peu le protocole, alors je ne sais pas comment il le refait en 2017, mais je l'avais vu, celui qu'ils avaient fait il y a 50 ans. Donc, grosso modo, le principe c'était de prendre un expérimentateur, un humain normal, hein, de placer dans une pièce face à quelqu'un qui était assis sur une chaise électrique et à qui on posait des questions. Et quand il répondait à une mauvaise réponse, on lui envoyait une décharge. Et plus il répondait mal, plus on augmentait le voltage jusqu'à des doses qui étaient potentiellement mortelles. Et la personne assise sur le siège électrique était un acteur qui simulait les réactions douloureuses jusqu'à simuler la mort. Et on testait la personne qui appuyait sur le bouton, et on testait jusqu'à où il était capable d'appuyer sur le bouton. Et on a montré qu'effectivement, on faisait varier un petit peu les circonstances environnementales, on faisait varier l'expérimentateur, on faisait varier, savoir si c'était celui qui commandait d'appuyer sur le bouton ou celui qui appuyait directement sur le bouton. Mais dans tous les cas, on a montré que, effectivement, sous un commandement, l'humain a tendance à accéder à la requête directe du commandeur, et même si ça implique de tuer un autre humain, sans aucun problème. Ce qui ferait de nous de potentiels tortionnaires. À nuancer, en tant qu'éthologue, j'aurais tendance à ne pas être aussi radical dans mes conclusions. Très clairement, l'être humain n'est pas... Il n'y a pas la nature humaine méchante et mauvaise. Ça aurait même tendance, si on peut définir une nature humaine, on aurait même tendance à devoir dire que c'est l'inverse, que l'être humain est plutôt altruiste. Et pourquoi? L'humain est une espèce sociale à la base. Comme les chiens, les rats, les singes, les primates dont on fait partie, on est une espèce qui vivons principalement en groupe. Or, les individus qui vivent en groupe, toute population confondue, si jamais ils ne sont pas sociables entre eux, qui sont plutôt compétitifs, ils ne vivent pas en groupe en fait, hein, parce que le groupe il s'effondre tout seul. Donc les espèces sociales ont depuis longtemps, et c'est toutes espèces sociales confondues, favorisé des comportements de coopération entre elles. Donc si on parle d'une nature humaine, l'être humain est fondamentalement fait pour être au contraire coopératif et altruiste. Je vais citer une deuxième expérience aussi qui présente un petit peu les biais qu'on peut avoir face à ce genre d'expérience et comment on peut voir un peu ce qu'on veut y voir, mais voilà, se méfier en tout cas de l'intention qui est derrière, toujours regarder le contexte dans lequel on place les gens. Et là, on les a placés dans un contexte où ils n'avaient pas le choix que d'obéir et d'accéder à la requête de l'autre. Et la solution la plus rentable pour eux, finalement, c'était d'obéir. Et il y avait plus de conséquences négatives à pas appuyer sur ce bouton qu'à y appuyer potentiellement. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Parce que... Ouais, mais ouais, je veux dire, si jamais on changeait un petit peu les solutions et qu'il y avait un bouton je fais péter le bâtiment, est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait des gens qui auraient peut-être plus appuyé sur ce bouton-là et moins qui auraient continué à torturer? Voilà. Si jamais on ouvre l'environnement. Et justement, donc je vais parler de cette autre expérience qui est celle des rats cocaïnomanes. On dirait les salles de marché. Les rats cocaïnomanes. C'est bien parce qu'elle va justement nous permettre de parler de la nature humaine et aussi de parler des biais qu'on peut avoir dans les expérimentations scientifiques autour du comportement. L'expérience des rats cocaïnomanes consistait à placer des rats dans des cages avec soit de la nourriture, soit de la drogue, de la cocaïne. Qui pouvait se donner en plaçant le museau dans une petite boîte et on laissait voir comment les rats se comportaient vis-à-vis de ça. On s'est aperçu que les rats dans la cage avec la nourriture mangeaient et vivaient normalement, mais les rats avec la drogue se donnaient des doses jusqu'à en mourir. Bon.
Et on a conclu pragmatiquement que si jamais on place des animaux, et a fortiori aussi des humains, on a bien montré que les rats humains avaient quelques caractères communs là-dessus, l'animal, nous compris, n'arrivons pas à nous retenir face à quelque chose qui nous fait plaisir et on va jusqu'à se tuer. On est totalement irresponsable et on devrait se mettre des règles pour s'interdire de profiter de tous ces plaisirs parce qu'on ne se contrôle absolument pas et on n'est pas responsable. Puis il y a des scientifiques qui sont tombés sur le protocole derrière et puis qui ont dit bon attendez, votre expérience là elle est un peu trop simpliste quoi. Un environnement avec juste de la cocaïne et un environnement avec juste de la nourriture, c'est un peu limité quoi. Et puis conclure que effectivement on se comporte tous comme ça dans le monde réel, étant dans le monde réel, c'est pas évident. Donc ils ont refait l'expérience, mais en modifiant l'environnement qui était proposé aux rats. Il y avait juste la cage avec la nourriture, juste la cage avec la cocaïne, c'était très limité. Là, ils ont proposé un troisième environnement, qui était une sorte de parc d'attractions pour rats, le rat park. Bon, un truc très stimulant pour les rats, faut imaginer, avec des parcours, de la nourriture, des odeurs, des stimulations, tout ce qui peut intéresser un rat, ou pas l'intéresser d'ailleurs, mais en tout cas des stimuli divers. Et le rat, les rats placés dans ces environnements-là, manger de la nourriture, il y en a certains qui allaient se mettre des doses de cocaïne, mais la majorité des rats avaient un comportement parfaitement normal et exploraient le rat park et n'allaient pas se tuer à coups de cocaïne, quoi. Et donc la conclusion de l'expérience était que face à un environnement qui est complexe et la majorité de l'environnement qui est face à nous est extrêmement complexe, c'est rarement simple, avec des stimuli qui peuvent être positifs ou négatifs, etc., les individus vivent des vies équilibrées. Ils vont se diriger vers ce qui est agréable, mais ils ne vont pas forcément aller jusqu'à s'en tuer. L'expérience, comme elle avait été faite avant, finalement, proposait aux rats que 2 solutions, et les 2 étaient très pauvres. Voilà. Donc les rats, ils avaient deux comportements qui n'étaient pas du tout logiques, mais on n'a pas proposé dans l'expérience une situation qui permettait aux rats d'exprimer des comportements sympathiques. Donc forcément, les conclusions étaient biaisées. Bon, alors justement, soyons pragmatiques, pour plutôt arrêter de se comporter comme des rats qui auraient que 2 solutions. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à d'autres visions d'une organisation de société avec un nouveau jeu de la monnaie? Et là, je fais un gros clin d'œil à Gérard Fouché pour explorer la manière dont on se comporte nous-mêmes et commencer à entrevoir des solutions qui seraient plus pacifiques pour notre société. Le jeu de la monnaie, c'est une sorte de jeu de rôle qui est basé sur la théorie des jeux et le dilemme du prisonnier. J'invite les gens à regarder une vidéo de Science Étonnante, un youtubeur qui dure 16 minutes et dont je vais reprendre un peu le contenu pour résumer un peu ce qu'est le jeu du prisonnier. Imaginons qu'un braquage vienne d'avoir lieu. La police n'a pas beaucoup d'indices et décide de convoquer les suspects habituels, Bonnie et Clyde. Alors en fait, Bonnie et Clyde ont vraiment commis le braquage. Mais comme la police n'a pas de quoi les inculper, elle décide de les interroger séparément. Et la situation est la suivante. Chacun des 2 gangsters peut décider soit de garder le silence, soit de balancer son complice. Alors si les 2 se taisent, la police les inculpe pour des faits mineurs et ils font chacun 1 an de prison. S'ils se dénoncent mutuellement, ils sont jugés pour le braquage et prennent chacun 50 tôles. Mais si l'un décide de se taire et que son complice le trahit en le dénonçant, eh bien le traître ressort libre et l'autre fait 10 ans de prison. Donc voilà les règles du jeu, et puis je vous rappelle, les 2 sont interrogés séparément. Alors à votre avis, qu'ont intérêt à faire Bonnie et Clyde? Évidemment, intuitivement, ils ont intérêt à se taire tous les 2. Ils feront 1 an de tôle bien sûr, mais c'est tout. Sauf que, mettons-nous à la place de Bonnie. Si Clyde la balance, elle a intérêt à le balancer aussi, pour ne faire que 5 ans au lieu de 10. Mais si Clyde se tait, elle a quand même intérêt à le balancer pour ressortir libre tout de suite au lieu de faire bêtement 1 an de tôle. Donc quel que soit le choix de Clyde, Bonnie aboutit à la conclusion qu'elle a intérêt à le trahir. Et évidemment Clyde va faire le raisonnement analogue et lui aussi conclure qu'il a intérêt à trahir. Et donc même si on voit bien que globalement la bonne solution c'est que les 2 coopèrent pour se taire, si chacun raisonne dans son coin selon son propre intérêt, les 2 ont intérêt à trahir. Et ils vont se retrouver donc dans la pire des situations. Cette situation que je viens de vous décrire s'appelle le dilemme du prisonnier,
et elle est représentative des questions qu'on se pose dans le domaine de la théorie des jeux. Alors ce qu'on appelle un jeu plus généralement, c'est une situation où plusieurs personnes doivent prendre des décisions, et ce qu'ils y gagnent va dépendre des décisions qui sont prises par tous les autres. Alors l'histoire de Bonnie et Clyde est une situation où ils ont quelque chose à perdre, leurs années de liberté, mais plus généralement on peut présenter des jeux tout à fait analogues où il est question de gains. Alors imaginez deux joueurs, et que chacun des deux doive faire un choix parmi les options trahir ou bien coopérer. Et les gains seront les suivants. Si les deux coopèrent, ils gagnent 3 points chacun. S'ils trahissent tous les deux, ils gagnent 1 point chacun. Mais si l'un trahit et pas l'autre, eh bien le traître empoche 5 points et l'autre repart les mains vides. C'est simplement une version en gain de la situation de Bonnie et Clyde. Et même s'il n'est plus question de prison, par commodité, on appelle aussi ce jeu le dilemme du prisonnier. Ce qui rend ce jeu intéressant, c'est qu'il y a une notion de coopération possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans un jeu comme le poker par exemple. Si on joue au poker ensemble, ce que je gagne, vous le perdez, et réciproquement. On n'a pas d'intérêt à coopérer. Le poker est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Pareil aux échecs, il n'y a pas de coopération. En tournoi, si je vous bats, je marque 1 point et vous 0, et réciproquement. Et s'il y a match nul, on marque 1 demi chacun. Les échecs, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme constante, c'est-à-dire que le nombre de points distribués est toujours le même d'une partie à l'autre. Il y a juste la répartition qui change. Dans les jeux à somme nulle ou à somme constante, ça revient au même, il n'y a pas de notion de coopération. Par contre, dans un jeu comme le dilemme du prisonnier, on peut avoir intérêt à coopérer. Et la raison, c'est que ça n'est pas un jeu à somme constante. Regardez, dans cette situation, ce sont 6 points qui seront distribués au total, dans celle-ci 5, et dans celle-ci seulement 2 points. La somme que se partagent les joueurs n'est pas constante, elle dépend des choix. Et le choix coopératif est globalement le plus attractif, puisque c'est celui qui distribue le plus de points. Mais on a vu qu'il n'est pas nécessairement le choix qui va s'imposer à cause de la tentation de trahir par égoïsme. Ce genre de situation a notamment été théorisé par le mathématicien John Nash, que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film Un homme d'exception qui lui est consacré. John Nash avait notamment remarqué que quand les deux joueurs trahissent, ils sont dans une espèce de situation d'équilibre stable. Si un des joueurs décide de modifier sa position, il ne peut que y perdre. C'est-à-dire qu'aucun des joueurs n'a intérêt à bouger s'il est le seul à le faire. On appelle ça un équilibre de Nash. Et ici, l'équilibre de Nash est une situation qui est globalement défavorable. Ces situations un peu théoriques qu'on modélise en théorie des jeux ont plein d'applications concrètes, et on va en voir quelques-unes. Prenons un exemple, imaginons vous êtes au lycée et vous avez un dossier à préparer pour faire un exposé sur un sujet quelconque, et on vous demande de faire ça par groupe de 2, en binôme. Chacun des deux élèves a le choix entre travailler sérieusement, ça c'est le choix coopératif, ou bien glandouiller en espérant que l'autre fasse le boulot. Ça, c'est en quelque sorte la trahison. Au global, la solution coopérative est évidemment la meilleure. Si l'un des deux seulement glandouille, l'autre se fait avoir en se tapant tout le boulot. Mais si les deux glandouillent, ils se retrouvent avec un dossier pourri. Une des raisons qui a notamment poussé au développement de la théorie des jeux, c'est la situation qui existait entre les États-Unis et la Russie pendant la guerre froide. Imaginons deux pays en concurrence. Chacun des deux a le choix entre consacrer son argent à l'armement, ou bien à des trucs plus utiles comme l'éducation, les infrastructures, la culture, etc. Si les deux investissent dans l'éducation, c'est globalement la meilleure solution. Si les deux investissent dans l'armement, c'est la guerre froide et quelque part tout le monde y perd un peu. Mais si un seul des deux a investi dans l'armement, il peut envahir l'autre pays qui se retrouve détruit. On peut avoir comme ça plein d'exemples de dilemmes du prisonnier finalement dans notre monde et s'apercevoir que la théorie des jeux peut s'appliquer dans d'autres sociétés. Mais j'invite aussi les gens sinon à lire un livre qui s'appelle Le gène égoïste et qui parle de ça plus en profondeur. D'accord, donc avec ce que tu viens de décrire là, simplement on comprend que suivant les règles du jeu qu'on accepte, parce que c'est bien de ça dont on parle, on a accepté économiquement d'accepter des règles de jeu et Exactement. De ne pas les écrire nous-mêmes. Voilà. Ce qui fait qu'on en est prisonnier de ce jeu ou pas. Donc là, maintenant, on va justement passer sur les règles du jeu de Gérard. Et donc, le jeu du prisonnier tel qu'on avait présenté, il y avait 4 paradigmes monétaires différents, 4 environnements différents, donc 4 façons de faire différentes qui présentaient... Alors, j'ai pas évoqué tout à l'heure, le dilemme du prisonnier, plus généralement, ce qu'on appelle un jeu à somme non nulle. Le jeu à somme non nulle, ça veut dire qu'en fait, vous avez des gains qui sont obtenus par le jeu. Ces gains peuvent être positifs ou négatifs, mais ils ne s'arrêtent pas à zéro. Par exemple, les échecs, le poker, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que l'un gagne, l'autre le perd. Il n'y a pas de reste qui est généré, ou il n'y a pas de... Voilà.
Dans le dilemme du prisonnier, on peut avoir des points bonus ou des points négatifs. C'est-à-dire qu'à la fin, si on somme les points de tous les joueurs, on ne va pas avoir 0, malgré le fait qu'ils sont tous partis de 0, par exemple. Et bien dans la réalité, les modèles économiques, on est un petit peu dans ces situations-là. On est dans des jeux à somme nulle. Et donc là, on en a plusieurs. L'idée étant que, effectivement, dans notre monde, on a un jeu où on voit qu'il y en a qui perdent, et on va proposer aux gens de tester des jeux où personne ne perd. Et pour leur faire découvrir que c'est possible, en fait, qu'on peut tous gagner à des niveaux différents. On en a fait 4. Je pense que Gérard en a déjà parlé, mais moi j'ai pas la même. Je dichotomise pas tout à fait de la même façon les 4 jeux, parce que pour moi, au niveau comportemental, il y a vraiment deux approches différentes. D'abord, on a testé le don mutuel et le troc, qui sont 2 jeux qui ne font pas intervenir de monnaie. Et on constate que très rapidement les gens apprécient énormément ce mode d'échange parce qu'il est facile et rapide. Le don mutuel, on n'a qu'à vouloir quelque chose, on l'obtient immédiatement. Et c'est très agréable aussi de donner quelque chose à quelqu'un et de recevoir juste sa gratitude quand on sait que derrière on ne risque pas de manquer de ressources. Donc c'est extrêmement plaisant. Et le troc c'est pareil, c'est extrêmement rapide, donc on n'a pas toute cette lourdeur qu'on peut avoir dans les transactions monétisées. Globalement, ce type d'échange, de mode de transaction, sont des modèles qui s'appliquent très bien à des petits groupes, parce qu'ils ne permettent pas de quantifier facilement et donc d'avoir une vue d'ensemble, mais ça se réorganise, on va dire, très très bien à l'échelle de l'individu, où on peut, si on a des tricheurs ou des petites fluctuations, en tout cas au sein du groupe, elles vont s'auto-équilibrer les unes les autres. On va avoir une petite régulation fine. C'est un modèle, par exemple, le don mutuel, c'est le modèle qu'on a dans la famille. Quand on a besoin de quelque chose dans une famille, on va le demander à n'importe qui, et la personne donne, elle ne se soucie pas, elle ne va pas demander quelque chose en retour immédiatement. Elle sait, cette même personne, que si un jour elle aussi elle a besoin de quelque chose, elle peut faire appel à sa famille de manière inconditionnelle, sans aucun risque, elle va obtenir aussi ce qu'elle veut. Donc le don mutuel, ça marche très très bien dans ces groupes-là, parce que y a une forte confiance et qu'il y a peu d'individus, donc on sait, on n'a pas énormément à chercher pour interagir. Pour des gros groupes, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que dans les gros groupes, on peut avoir des sous-groupes qui peuvent abuser les uns des autres. Et donc c'est pour ça que les 2 autres jeux qu'on a fait dans le jeu de la monnaie sont aussi comparables 2 à 2. Donc on peut comparer troc et don mutuel ensemble. Ça va être plus difficile à comparer aux 2 autres, qui vont par contre très bien se comparer ensemble. Les 2 autres qu'on a testés sont l'argent dette, le modèle économique du monde dans lequel on vit actuellement, et la comptabilité mutuelle, donc un autre modèle économique qu'on n'a pas encore pu envisager autrement que dans le jeu. Et là on constate 2 choses, un paquet de choses même, un paquet de choses extrêmement intéressantes. D'abord dans l'argent dette. Alors dans l'argent dette, c'est notre modèle économique actuel, hein, c'est assez proche du Monopoly, à savoir que vous avez une certaine aléatoire dans l'évolution dans le jeu, et c'est totalement inégal. Vous allez avoir un joueur à la fin qui va quasiment tout posséder et d'autres joueurs qui vont perdre, c'est-à-dire qui vont se retrouver dans le négatif, qui vont rien avoir et voire même qui vont être exclus du jeu. Lors de l'expérience qu'on a faite avec Gérard il y a 1 an, ce que j'ai pu observer qui était absolument passionnant, c'est tout ce qu'on observe actuellement dans la société. D'abord, des comportements égoïstes, c'est-à-dire que les individus au départ partaient avec une dette, qui était l'emprunt qu'ils devaient faire au départ pour commencer à échanger. Et donc le premier réflexe a été de courir pour rembourser la dette et échanger à tout prix, quitte à ce que ce soit au détriment de l'autre. Donc on a vu des échanges inéquitables se faire, des joueurs qui trichaient, entre guillemets, parce qu'on avait volontairement laissé la possibilité aux joueurs de tricher. On leur avait pas dit que c'était autorisé, hein, mais si jamais le type trouvait le moyen d'arnaquer ses voisins au cours du jeu en vendant 2 fois plus cher ses ressources, eh ben il pouvait le faire. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un joueur notamment, il y avait une 40aine de joueurs, donc c'est pas très représentatif, mais malgré ça, on avait quand même eu dedans un joueur qui a en fait reproduit une stratégie, il a uberisé les banques. Il a acheté toutes les ressources pour obtenir une situation de monopole et après il les vendait 2 fois plus cher. Il y a des joueurs qui l'ont accusé
de tricherie, tout ça. En fait, non, il a juste pris la stratégie la plus efficiente, qui est la stratégie des banques, qui est de posséder effectivement l'intégralité de les ressources et puis après de nous le revendre carrément. Ce joueur-là avait à lui tout seul plus de ressources à la fin du jeu que tous les autres réunis. Alors ça me fait penser, ne perds pas le fil, hein, ça me fait penser à quelqu'un que je qualifie de lanceur d'alerte, et c'est sœur Josiah Stamp qui disait si vous voulez que les banquiers vous fassent payer le prix de votre esclavage, continuez à nous laisser, nous les banquiers, battre votre monnaie. Et ça, c'est vrai que c'est les premiers... Enfin, ce joueur-là a vraiment très bien matérialisé ça, parce que le fait au départ de choper un élément de chaque ressource, ça a complètement paralysé les autres joueurs, qui étaient obligés de passer par lui pour continuer à interagir entre eux. Il n'était pas question de savoir s'ils appréciaient ou non cet individu ou quoi. À un moment donné, ils avaient juste plus le choix s'ils voulaient, en continuant, d'obéir aux règles du jeu qu'ils avaient acceptées au départ. Donc c'était vraiment un gros piège en fait, parce que effectivement, peu d'individus vont agir avec une telle démarche. Il faut vraiment penser qu'à soi pour pouvoir jouer comme ça, parce qu'on sait qu'absolument tous les autres joueurs vont être paralysés par soi. On va refaire à nouveau les règles du jeu à partir de... Enfin, c'est-à-dire que lui, il pouvait faire les prix qu'il voulait, il pouvait redéfinir les règles du jeu comme il le souhaitait. Il s'était acheté l'univers. Il s'était acheté l'univers, voilà. Et d'ailleurs, ça a provoqué d'autres réactions parmi les joueurs qui étaient vachement intéressantes aussi, notamment la résignation acquise. La résignation acquise, c'est une expérience qui était assez barbare, où on mettait les animaux dans des situations où ils étaient avec des stimuli négatifs, et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas d'alternative possible face à des stimuli négatifs, le comportement que prend n'importe quel individu face à un stimuli négatif, c'est de ne pas réagir. Voilà, c'est la personne qui vous appuie sur l'épaule en permanence, puis au bout d'un moment, vous ne pouvez pas fuir, vous finissez par l'ignorer. Là, c'est la même chose. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas se battre dans le jeu, ils ne pouvaient pas réagir, ils ne pouvaient que subir ce joueur et ses règles, et à la fin, ils ont arrêté de jouer. Ils étaient toujours dans le jeu, mais ils étaient dans le négatif, et comme ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils essayaient même plus. D'accord. Comme on peut l'observer très facilement dans notre société, où effectivement un paquet de gens ont décidé depuis longtemps que l'échelle sociale, la croissance sociale, l'idée de devenir plus riche, tout ça, c'était même pas la peine d'y penser. Ils se contentent de survivre en essayant de ne pas perdre ce qui leur reste. Et extrêmement ça s'est paralysant. matérialisé dans les 10 minutes de jeu qu'on a pu voir. En 10 minutes, tu arrives à recréer ce qui se passe là. Avec un joueur qui monopolise l'intégralité des ressources, et d'autres joueurs qui perdent, et les joueurs qui courent aussi, qui travaillent, mais ils ne savent même plus pourquoi ils travaillent. Ils accumulaient, il y en avait certains qui accumulaient des billets, mais ils les échangeaient même plus contre les ressources. Voilà, ils avaient pris, le but du jeu, c'était de construire des maisons et d'accumuler des ressources, mais tellement aliénés dans leur course aux billets qu'à un moment donné, ils se retrouvaient avec un tas de billets, mais ils les échangeaient pas contre des ressources. Alors je sais pas si c'est pas le patron d'Amazon qui vient de dire ça il y a quoi, une semaine, il sait plus quoi faire de son argent tellement il a capitalisé. Je vous souhaite bien du bonheur, hein, parce qu'effectivement... Bon allez, on passe à d'autres... Le dernier jeu du coup, où là ça a été... c'est ça qui est très intéressant dans le jeu de la monnaie, c'est que les gens expérimentent ce qu'ils ont l'habitude de ressentir dans un premier temps, et après on leur dit regardez, on change juste ça. Le papier là, que vous avez signé au début pour dire j'accepte ce jeu-là ou j'accepte celui-là, juste une décision collective, et pouf, vous êtes avec les mêmes cartes, les mêmes ressources, hein, parce qu'on joue avec des cartes et des petits bonbons, vous êtes les mêmes joueurs, sur le même terrain, tout est pareil, on n'a fait que changer les règles. Et vous continuez, là on joue. Et on sait, en l'occurrence le modèle économique donc, de la comptabilité mutuelle, c'est un modèle économique plus biologique, effectivement, avec une production continue par joueur de monnaie sous forme de revenu universel, et une monnaie qui donc, est produite d'un côté, à l'inverse, fond comme la neige de l'autre côté, c'est-à-dire que les gens qui accumulent des tas d'or, l'état d'or diminue, et plus il est important, plus il diminue vite. On s'est aperçu, déjà, ce jeu-là a une caractéristique qui est très importante, comptabilité mutuelle, signifie que chaque joueur, en fait, ne passe pas par la banque pour comptabiliser, mais c'est fait directement d'un joueur à l'autre.
Et ça a l'avantage que au début du jeu, la première étape, ça a été que chaque joueur, ceux qui avaient bien maîtrisé les règles, ont commencé par expliquer aux autres au cours des premières transactions qu'ils avaient à faire comment était le jeu. Et la première moitié du jeu, j'ai vu quelque chose qui est formidable par rapport à notre monde actuel. J'ai vu l'intégralité des joueurs s'éduquer eux-mêmes en éducation populaire pour, à la fin, au bout de la moitié du temps de jeu, maîtriser les règles parfaitement. Tandis que dans l'autre jeu, il y a des joueurs qui ont été accusés de tricherie, d'autres qui ne comprenaient pas, etc. L'argent d'aide, c'était tellement pas clair finalement que les joueurs ont abandonné l'idée de comprendre les règles ou même, voilà, il y avait des règles où on pouvait tricher. Là c'est l'inverse. La comptabilité mutuelle interdit la tricherie puisque chaque joueur passe son temps à vérifier l'autre et à lui expliquer le bon fonctionnement du truc. Donc vous êtes obligé de maîtriser le jeu pour pouvoir interagir. Et si jamais vous ne le maîtrisez pas, la personne avec qui vous interagissez va vous rendre compétente pour le faire. Donc ça c'est absolument formidable, un jeu qui vous oblige à être compétent pour l'utiliser. Vous ne pouvez pas vous faire arnaquer puisque vous devenez vous-même assez compétent pour comprendre les tenants et aboutissants des règles. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, cette première étape d'explication, ça impose aux joueurs de se poser. Ils n'ont pas commencé le jeu en courant. Ça, c'est une sensation vraiment qui est revenue de manière assez importante parmi les joueurs. Beaucoup m'ont dit, c'est peut-être pas du tout pareil, on a commencé, on discutait avec les autres, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, alors qu'effectivement les autres c'était la course, et la course compétition en plus. Là, c'était au départ beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, et en plus c'était coopératif, parce que la première interaction, on ne pouvait pas arnaquer, en plus on expliquait à l'autre. C'est super positif d'expliquer quelque chose à quelqu'un et d'avoir l'autre en face qui dit merci, j'ai compris. Et ça c'est allé jusqu'à un point où les joueurs étaient tellement heureux d'interagir les uns avec les autres, et ça, ce qui s'est passé à la fin du jeu était absolument formidable, ils ont oublié de se verser leur revenu universel. Alors que normalement, toutes les 2 minutes, ils avaient le droit à une dividende qui leur tombait du ciel. Dans l'autre jeu, ils nous réclamaient, ils nous demandaient s'ils ne pouvaient pas avoir de l'argent comme ça qui tombait du ciel pour pouvoir continuer à jouer. Là, non, là c'est l'inverse. Ils étaient tellement pris dans le jeu que non seulement ils n'en avaient pas nécessairement besoin, mais en plus, ils en oubliaient qu'ils l'avaient gratuitement en fait. Ils n'avaient même pas besoin de le réclamer théoriquement, ça devait tomber tout seul quoi. Et ils l'avaient oublié. Donc, c'est-à-dire que quand on place, il y avait autant de ressources, on n'avait pas changé la quantité de ressources qui étaient disponibles pour les joueurs, justement, pour matérialiser le fait que dans notre monde, c'est pas en changeant les règles économiques qu'on va se retrouver avec à nouveau beaucoup de ressources. Non, simplement en changeant les règles du jeu, on a intégralement changé la façon de se comporter des uns avec les autres et le ressenti derrière ça, c'est-à-dire le ressenti d'être dans un monde qui est limitant, on rame dans le pétrole, littéralement, versus un monde où au contraire, on est dans l'abondance, tellement l'abondance qu'on en oublie de se donner la paix retrouvée. La paix retrouvée. C'est quand même ça, c'est-à-dire le conditionnement aux règles d'un jeu collectivement éduqué et admis, peut permettre de retrouver une certaine quiétude dans notre société, voilà. ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. On sait qu'il y a une urgence énergétique de ralentir, mais on continue sur un modèle de croissance qui est complètement aberrant. Il faut vraiment être un dégénéré en calcul mental pour penser qu'on va continuer à croître avec des ressources qui se tarissent. J'en profite vite fait pour glisser quand même un truc géopolitique, c'est quand même ces 1000 milliards qui ont été signés par les accords de la coopération de Shanghai pour réaliser la fameuse route de la soie, qui va mobiliser toutes les dernières grandes ressources de pétrole pas cher, le pétrole peu cher du Moyen-Orient, ce qui fait que nous, géopolitiquement, il y a peu de chances qu'on y ait encore accès. Et avec nos 98% d'importation de pétrole, on va se retrouver le bec dans l'eau avec une société qui voudrait croître sans en avoir les moyens. Donc forcément, si Mathieu Sévigne avait parlé des conséquences d'un emballement climatique, moi je me permets de rappeler les conséquences d'un emballement sécuritaire où des gangs armés peuvent facilement profiter d'une crise pour étendre leur territoire. Et le déni n'est absolument pas un gilet pare-balles. Donc il est plus que temps d'agir. Et bien sûr, on voulait terminer sur cette note positive.
qui est celle de dire on peut plus que jamais proposer la paix, on peut plus que jamais s'en donner les moyens, on peut plus que jamais jouer et avec joie transformer notre société en n'oubliant personne, y compris les gens qui sont actuellement exclus dans notre société et qui par désespoir, souvent, je fais un clin d'œil à Madame Ziaten pour le coup, par désespoir vont vers des systèmes économiques qui leur sont favorables mais qui sont hors la loi. Nous pouvons écrire nos lois et pour jouer à ce jeu de la monnaie proposé par Gérard, observer, et merci pour tes explications Stéphane, pour jouer ces jeux de la monnaie et voir l'animal humain redevenir plus empathique qu'il ne l'est aujourd'hui, eh ben on va vous donner les règles et comment accéder à ces règles. Les liens, c'est le jeu de la corbeille. D'accord. Développé au départ par des GNistes. Donc les GNistes, les GNistes. jeux de rôle. D'accord. Les jeux où souvent on se costume et on rentre justement dans des paradigmes sociétaux. Ça, c'est des expériences formidables. Hein. Je ne sais pas si ceux qui connaissent savent déjà de quoi je parle, mais ceux qui ne connaissent pas, intéressez-vous aux jeux de rôle, aux GN, où souvent on vous fait vivre dans la peau de personnages d'autres époques. Mais intéressez-vous à des GN qui vous font vivre des expériences dans des mondes qui n'existent pas forcément aussi. Parce que justement, c'est là où on va tester d'autres paradigmes sociétaux, et notamment le jeu de la monnaie en est un. C'est un jeu de rôle, donc ça a été fait par des GNistes, mais à la base c'est le jeu de la corbeille, qui vous fait tester justement un autre Monopoly. Et c'est une expérience formidable parce que on a du mal à y croire tant qu'on ne l'a pas vécu. Et pour sortir de sa zone de confort et avoir envie de le faire, c'est normal de ne pas avoir envie de le faire, il faut savoir, faut avoir fait l'expérience positive et agréable que à côté c'est mieux. Parce que sinon, on est des animaux, hein, pragmatiques, on fait ce qui nous paraît être agréable pour nous, hein, et tant qu'on n'a pas de solution alternative qui peut nous attirer, c'est vrai que c'est difficile de se tourner vers l'alternative. Donc expérimenter autant que possible, et dans le positif, avec sous forme. Enfin, le jeu peut être mal vu, mais moi j'aime bien l'idée de développer la théorie du jeu justement et de tester par le jeu une manière différente de penser. Mais je le vois, c'est pour ça que j'ai mis en place ce jeu. Parler à ses amis de choses anxiogènes, ça leur fait peur, c'est normal, c'est anxiogène, donc ça crée de l'anxiété. Et surtout, pour reprendre une expression de Gérard, ils deviennent vite une tribu d'aquabons. C'est-à-dire, de toute façon, c'est merdique, on va pas s'en sortir, donc à quoi bon se poser des questions? En éthologie, ce type de réaction, ça s'appelle la résignation acquise, c'est ce que j'en ai évoqué tout à l'heure. Donc, et ça peut être une arme gouvernementale aussi. Et c'est une arme gouvernementale. Bon, d'accord, je confirme. J'en ai fait l'expérience, mais on peut transcender. Comme Ghislaine Durey et d'autres. L'idée, c'est donc de jouer pour découvrir. C'est Idriss Aberkane, qui est l'un de nos grands génies actuels, qui parle dans son livre Libérez-vous le cerveau ou Libérez votre cerveau du jeu qui est enseigné aux animaux. Donc ça, c'est ta spécialité, par les mamans lions. Les mamans, elles laissent jouer, elles jouent avec leurs enfants pour les apprendre. Ils vont pas à l'école, ils vont à l'école de la vie. Et c'est, je pense, la meilleure pour être en adéquation avec son écosystème. Alors, pour revenir à notre sujet, pour que les parents jouent avec leurs enfants, parce que c'est le premier lien social, c'est pas être derrière Facebook, même si là, aujourd'hui, on y est. C'est pas être devant une télé avec un truc complètement débilisant qui ne sert que les intérêts de certains. C'est jouer avec ses enfants. Et pour jouer au jeu de la monnaie, on fait comment? Il faut quoi? Oh, il faut des joueurs. Tout simplement. Après, suivant les différents jeux, on peut avoir besoin d'un peu de papier, de stylos simplement, et de quoi matérialiser les ressources, des jetons. Mais voilà, au niveau du matériel nécessaire pour jouer, c'est extrêmement simpliste. Il n'y a même pas besoin de plateau, de dés. Non, il faut juste trouver des joueurs, c'est tout. Et avoir les règles qu'on va donner après avec un lien. Donc les règles du jeu de la corbeille qui de toute façon peuvent se retrouver sur internet, hein, en tapant jeu de la corbeille ou jeu de la monnaie. On a plusieurs descriptifs, plusieurs sites qui en parlent.
Il y a plusieurs versions d'ailleurs. Celle qu'on a faite avec Gérard est une version du jeu de la corbeille, mais vous pourrez trouver plusieurs versions déclinées par différents géanistes. Charge à vous après de trouver celle qui vous aide, enfin qui vous plaît le plus. L'idée de toute façon, c'est d'expérimenter. Bon, bah écoute, Stéphane, il me reste à te remercier pour toute cette analyse. Bien sûr, là, c'était une vidéo en direct. On va essayer de compiler l'interview de Gérard la fois dernière avec cette vidéo-ci, y rajouter des liens, des photos, pour que ça soit encore plus explicite et que surtout ça vous donne envie. Alors n'hésitez pas à critiquer au maximum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la critique. Bien sûr, plutôt positive, mais comme vous l'avez compris, le principe de ce jeu, c'est de ne pas être des professionnels du cadrage. Par contre, être des professionnels du sujet d'avenir. Et le sujet d'avenir, c'est notre survie à tous dans un monde plus paisible. Donc il est plus que temps qu'on se bouge le cul. C'était le mot de la fin, et puis merci pour ceux qui auront regardé. Merci encore à toi Stéphane. À bientôt. Et à bientôt.